Alors bonjour à tous, donc moi je vais vous parler aujourd'hui du rôle de l'environnement et on va parler en particulier de l'environnement sauvage dans la résistance aux antibiotiques. Donc depuis qu'on utilise des antibiotiques en milieu clinique, on s'est aperçu très vite qu'on avait de la résistance aux antibiotiques qui émergeait. Et généralement, dès qu'on a un antibiotique qui est mis sur le marché, très vite on s'aperçoit que des gènes de résistance à cet antibiotique émergent chez des bactéries qui sont normalement sensibles. Donc traditionnellement, on a supposé que cette résistance, l'émergence de cette résistance était principalement due à la pression de sélection exercée par l'utilisation de l'antibiotique en médecine humaine. Donc cette hypothèse, elle est vraie, mais elle n'est pas complète. En réalité, la résistance aux antibiotiques, sa dissémination, c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe et qui prend en compte différents écosystèmes. Et aujourd'hui, on a tendance à voir cette résistance de manière plus globale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche de type One Health, pour une santé, qui va prendre en compte différents écosystèmes. Donc, cette résistance, elle va être due à l'utilisation d'antibiotiques, donc comme j'ai dit, en médecine humaine, et elle va pouvoir disséminer chez l'homme. Elle va être favorisée par la proximité entre les hommes et notamment les voyages. Mais elle va être aussi due à l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire et notamment dans l'agriculture. On va ensuite pouvoir avoir des échanges entre ces deux écosystèmes et les gènes de résistance vont pouvoir diffuser d'un écosystème à l'autre, soit de manière directe, par exemple par l'intermédiaire des travailleurs qui travaillent dans les fermes, par exemple. Il y a déjà plusieurs travaux qui ont montré des fois certaines souches qui étaient présentes à la fois chez les animaux d'élevage, dans l'environnement proche et chez les fermiers qui travaillaient dans ces fermes. Donc on sait que les bactéries peuvent passer de l'un à l'autre. Et sinon, on peut avoir une transmission de manière indirecte par l'intermédiaire de la nourriture contaminée. Il y a aussi l'environnement urbain et périurbain qui joue un rôle dans la dissémination de cette résistance et qui sert également de réservoir de gènes de résistance. Il va être contaminé soit par les excréments des animaux, des fermes, soit par les eaux usées pour les hommes. Et cet environnement donc, va servir de réservoir et inversement, on va pouvoir avoir des transferts qui vont se faire de l'environnement à l'homme ou alors à l'animal. Donc ça, c'est la vision un petit peu, la nouvelle approche un petit peu qui est vue aujourd'hui. Mais il manque un écosystème pour lequel on commence à avoir de plus en plus de données, qui est la vie sauvage, c'est-à-dire l'environnement naturel dans lequel l'homme a très peu de contact, ou alors les animaux sauvages. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à cet environnement, à cet écosystème. Donc comme je vous l'ai dit, il y a déjà plusieurs travaux qui ont été réalisés, et qui, notamment dans les zones d'Arctique et d'Antarctique, et qui ont montré que dans les sols, il y avait une très grande variété de gènes de résistance et qu'il y avait également des éléments mobiles, des éléments génétiques mobiles qui permettent de transférer la résistance d'une source à l'autre. Ça, c'est la première chose qui a été montrée. Et également, chez les animaux sauvages, on retrouve également des gènes, des souches, notamment d'Escherichia coli, c'est ce qui a été le plus étudié jusqu'à présent, qui ont des phénotypes de résistance, qui sont capables d'acquérir des gènes de résistance, notamment à l'amoxicilline, au tétracycline, au chloramphénicol et à l'acide aldehydique. Le problème de ces études, c'est qu'elles sont souvent incomplètes. Souvent, les études qui utilisent l'environnement, des études des sols, par exemple, utilisent beaucoup de métagénomiques. Donc, on a les gènes de résistance, mais on ne sait pas toujours quelles bactéries les portent. Inversement, dans ce type d'études, elles s'intéressent essentiellement au phénotype de résistance chez Escherichia coli, mais elles explorent peu le phénotype de résistance, les gènes de résistance qui sont responsables de cette résistance. Il y a une étude assez récente qui a été réalisée en Tanzanie, pour laquelle ils ont effectué plusieurs types de prélèvements des populations humaines chez les animaux d'élevage, mais aussi sauvages, et dans l'environnement. Dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est que d'un côté, ils se sont intéressés au phénotype des bactéries entériques, c'est-à-dire qu'ils ont isolé environ 50 000 souches et ils ont fait les antibiogrammes de ces 50 000 souches. Et parmi eux, ils ont détecté que plus de 50%, donc 25 000 souches, avaient
au moins une résistance à un antibiotique. Si vous regardez, les résistances les plus fréquentes, c'est les mêmes que celles dont je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'amoxicilline, les tétracyclines, le triméthoprim et les sulfamides et la streptomycine. Il y avait aussi quelques gènes de résistance comme les CTXM15 et le CMI42 qui sont des gènes de résistance qui entraînent des phénotypes de céphalosporinase hyperproduite et de BLSE. Ce qui était intéressant dans ce travail, c'est qu'ils ont séquencé les souches d'Escherichia coli pour étudier la diversité en fait des clones présents dans les différents prélèvements réalisés. Et donc là, dans ce travail, ils ont montré qu'il y avait une population génétique qui était polymorphe, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas de clones spécifiques à une source ou alors à un village. Il y avait vraiment une variété de clones dans toutes les sources. Donc nous, pourquoi on s'est intéressé à la résistance aux antibiotiques dans la vie sauvage ? Tout d'abord, parce qu'il y a eu cette première étude qui a montré qu'il existait une corrélation inverse entre la consommation d'antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que les pays dans lesquels la résistance était la plus élevée n'étaient pas ceux qui consomment le plus d'antibiotiques. Et si on regarde, c'était essentiellement des pays de la zone intertropicale qui avaient le plus haut taux de résistance. La deuxième chose, c'est que dans ces pays, du coup, on a la possibilité de faire des prélèvements, d'aller prélever des primates qui sont dans des parcs naturels dont l'activité humaine est limitée, ce qui permet en fait d'avoir une bonne idée de la prévalence de la résistance aux antibiotiques dans cette vie sauvage loin de l'activité humaine. Donc les objectifs de ce travail, c'était essentiellement d'évaluer la prévalence de la résistance aux antibiotiques dans cet environnement et de comprendre les sources de la résistance, le mode de dissémination des gènes de résistance et les facteurs de sélection et de persistance qui entraînent la présence de la résistance aux antibiotiques dans cet environnement. Donc, dans un premier travail, on a utilisé des prélèvements qui avaient été réalisés au Sénégal dans 2 parcs naturels à 2 époques différentes, en 2015 et en 2019. Et du coup, on a analysé des fécès de chimpanzés et des prélèvements d'environnement, notamment de termitières, qu'on a mis en culture sur des milieux spécifiques, sélectifs avec des antibiotiques. Et on s'est intéressé dans ce premier travail uniquement à Klebsiella pneumoniae. Et on a séquencé donc toutes les souches de Klebsiella pneumoniae que l'on avait isolées au laboratoire dans cette étude. Donc on était à 56 souches séquencées. La première chose que l'on a mis en évidence, c'est qu'en fait on avait la présence de 2 clones multirésistants présents dans les prélèvements de chimpanzés et termites, qui étaient les ST307 et ST147. Alors juste un mot sur ces deux clones. Ce sont 2 clones qui ont émergé il y a une dizaine d'années et qui font partie des clones multirésistants de Klebsiella pneumoniae qui sont souvent associés à la résistance au BLSE ou au carbapénème. On les retrouve essentiellement pour le ST307 en Amérique, en Europe, et là il n'y est pas, mais maintenant il y en a aussi beaucoup en Afrique du Sud. Le ST147, lui, on le retrouve essentiellement en Europe, dans le bassin méditerranéen et en Asie. Et ils sont associés à de la multirésistance, comme je vous l'ai dit. Alors, le complexe majoritaire chez Klebsiella pneumoniae, c'est le CG258, mais on voit qu'ils émergent et qu'ils sont responsables d'une multirésistance, notamment aux aminosides, aux fluoroquinolones, aux cyclines et aux bêta-lactamines. Ce qui était intéressant également, c'est que lorsque on a comparé les souches qu'on avait retrouvées dans les chimpanzés et dans les termites avec des souches humaines qui avaient été isolées dans d'autres études en Afrique également. Et ce qu'on peut constater, c'est que les génomes étaient relativement proches, ils faisaient partie du même complexe clonal, et surtout ils étaient associés au même type de plasmide et au même type de résistance, notamment au BLSE. Et lorsqu'on regarde un petit peu ces plasmides de manière que lorsqu'on compare en fait les plasmides qu'on a retrouvés chez les chimpanzés et les termites avec les plasmides les plus proches, on se rend compte qu'ils sont très proches des plasmides qu'on retrouve chez l'homme. Ce qui en fait signifie que ce plasmide va pouvoir transférer en fait d'une source à l'autre de manière, très simplement vu que ça existe déjà. Donc la question qu'on s'est posée par rapport à ça, c'est est-ce que
quel est le rôle de ce réservoir de ces chimpanzés et de ces termites dans la résistance aux antibiotiques, et comment se fait la circulation en fait, de ces plasmides d'une source à l'autre. On a continué notre étude et on a analysé les autres prélèvements qui avaient été réalisés au Sénégal sur d'autres types de primates, notamment des babouins, des singes verts et d'autres chimpanzés. On avait également encore des prélèvements environnementaux et on a toujours sélectionné nos bactéries sur les milieux sélectifs contenant des antibiotiques. Là, par contre, on s'est intéressé à toutes les entérobactéries et on a séquencé 74 entérobactéries. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait déjà des petites différences entre les bactéries qu'on retrouvait dans l'environnement et chez les primates. Tout d'abord, on a retrouvé des Escherichia coli chez les primates qui n'étaient pas présents dans l'environnement. Et on a notamment retrouvé des Escherichia coli qui appartenaient à deux complexes clonaux, le ST10 et le ST224, qui eux aussi sont responsables d'infections humaines. En ce qui concerne l'Enterobacter cloacae, c'était celui qui était commun aux deux sources. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que c'était uniquement des nouveaux ST, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait jamais décrit ces clones chez l'homme. Et en plus, si on regarde les différents ST, on s'aperçoit qu'il y a une spécificité de ST en fonction de la source du prélèvement. Donc pour Enterobacter cloacae, c'était un petit peu différent des Escherichia coli, où en fait c'était des clones qui sont vraiment spécifiques de la source dans laquelle on l'a isolé. Donc les deux peuvent se voir, les deux hypothèses en fait peuvent se voir. On peut avoir des souches qui sont vraiment spécifiques de l'environnement dans lequel on est, et d'autres qui par contre peuvent transférer de l'homme à l'animal, à l'environnement. Au niveau de la résistance aux antibiotiques, on retrouvait majoritairement des résistances, celles que je vous ai citées tout à l'heure, dirigées contre l'ampicilline, la tétracycline, le cotrimoxazone et les fluoroquinolones. On avait un taux non négligeable aussi de résistance au C3G qui était médié par le même gène responsable du phénotype de BLSE, le CTXM15. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'est que sur les 12 Escherichia coli qu'on avait isolés, on avait 4 Escherichia coli qui contenaient un plasmide de type INC-Y, et ce plasmide en fait contenait un transposon qui lui portait différents gènes de résistance, en fait aux bêta-lactamines, aux sulfamides, aux fluoroquinolones et aux aminosides. Donc on avait un plasmide comme ça qui était présent chez plusieurs souches d'Escherichia coli. Et dans 4 souches, on n'a pas retrouvé le plasmide, donc on a supposé qu'il avait été intégré dans le génome, et on a séquencé entièrement un de ces génomes, et on s'est rendu compte en fait qu'en effet le transposon était venu s'intégrer dans le génome de cette Escherichia coli, ce qui laissait supposer qu'il stabilisait en fait sa résistance dans son génome, ce qui laisse supposer qu'après la résistance va persister après dans cette Escherichia coli. Et l'autre particularité, c'est qu'en plus ce transposon s'était intégré au niveau d'un phage de cette Escherichia coli. Donc les phages, c'est des virus de bactéries. Et en fait, sous certaines pressions de sélection, ils vont avoir la capacité de se remultiplier et d'aller infecter d'autres bactéries. Donc là, ce qu'on peut supposer, c'est que si il se multiplie à nouveau et il va infecter d'autres bactéries, il pourra transmettre ce transposon aux autres bactéries. Donc c'est un autre système encore de dissémination. Donc au total, on retrouve dans l'environnement sauvage que l'on a étudié est un réservoir à la fois de résistance aux antibiotiques, à la fois de gènes de résistance. On retrouve différents éléments génétiques mobilisables, donc il y a différentes méthodes, le plasmide, le transposon, qui peuvent intervenir pour disséminer la résistance. Et également, on retrouve des clones à haut risque épidémique, qui ont une facilité à disséminer par rapport à d'autres clones. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est quels sont les facteurs en fait qui vont favoriser la persistance de cette résistance dans cet environnement. Donc il faut savoir que l'environnement, les sols, font partie des écosystèmes où la richesse microbienne est la plus importante. Il y a un très grand nombre d'espèces bactériennes différentes, et comme je l'ai dit en introduction, on retrouve également beaucoup de gènes de résistance. Et on a notamment certaines bactéries qui sont capables de produire des antibiotiques. Alors, nous, on s'intéresse essentiellement à Streptomyces cattleya, qui est une bactérie capable de
synthétiser un carbapénème naturel qui est la thiénamycine. Et en fait, dans l'opéron de cette thiénamycine, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des bactéries qui sont capables de synthétiser un antibiotique possèdent également le gène de résistance pour se défendre contre l'antibiotique qu'ils synthétisent eux-mêmes. Et en fait, dans l'opéron de synthèse de la thiénamycine, on retrouve le gène de résistance, la THNS, qui est une métallo-bêta-lactamase capable de cliver en fait le carbapénème. Donc on se retrouve dans un environnement où on a des producteurs d'antibiotiques qui vont entraîner une pression de sélection, et on a une richesse bactérienne énorme. Donc on a des bactéries qui, elles, sont non productrices, mais qui vivent dans le même environnement et qui, du coup, ont appris là aussi à se défendre et ont développé des gènes de résistance dirigés contre les antibiotiques des producteurs. Et on l'a vu, mais cet environnement peut parfois être colonisé par des bactéries qui sont pathogènes pour l'homme. Et on pense que, donc, avec le transfert latéral de gènes, on peut avoir l'acquisition chez ces bactéries pathogènes de nouveaux mécanismes de résistance. Et que c'est comme ça que des fois de nouveaux gènes de résistance apparaissent en clinique. Donc si on revient sur nos chimpanzés et nos termites, par exemple, on sait que la termitière, c'est un microbiote qui est très riche. On va retrouver des termites, on va retrouver de la terre, on va retrouver des champignons, on va retrouver des fruits. Donc il y a de multiples organismes qui produisent des antibiotiques et qui vont pouvoir sélectionner des bactéries résistantes, comme par exemple les Klebsiella résistantes au carbapénème que l'on retrouve parfois dans nos prélèvements. Du coup, on va pouvoir sélectionner ces Klebsiella, et les chimpanzés qui se nourrissent des termites vont pouvoir se coloniser par ces Klebsiella résistantes et disséminer ensuite dans les autres primates. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on essaie de montrer actuellement. Les questions qu'on se pose, c'est quels sont les éléments qui favorisent la sélection des souches résistantes chez les termites et les primates. Donc je vous ai parlé de la synthèse naturelle d'antibiotiques par les producteurs, par les bactéries, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, comme la contamination par des métaux lourds, des biocides, des désherbants, qui vont en fait forcer les bactéries à résister à ces différents types de molécules. Et en fait, les gènes de résistance contre ces molécules sont présents sur les mêmes plasmides qui contiennent la résistance aux antibiotiques. Donc en fait, on va faire de la co-résistance, on va faire de la sélection croisée de gènes de résistance. Et la deuxième question auquel on essaie de répondre également, c'est comment la résistance se transfère-t-elle à nouveau chez l'homme ? Quel est le rôle de ce réservoir en fait dans la résistance chez l'homme ? On sait que les oiseaux et des animaux sauvages qui vivent à proximité des villes peuvent transmettre comme ça des gènes de résistance. Il y a aussi des animaux sauvages qui vont avoir tendance à venir près des champs et qui là aussi vont pouvoir faire un échange de gènes de résistance. Et enfin, il y a les cours d'eau et les vents qui peuvent participer également à la dissémination des bactéries résistantes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.